suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est notre Algérie. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous parlerons de tout ce qui touche au patrimoine, de tout ce qui touche au tourisme, de tout ce qui touche au terroir algérien. Et justement, notre premier plateau nous donne rendez-vous avec l'un des éléments phares, l'un des éléments identitaires, je dirais même, de toute la Méditerranée, particulièrement l'Algérie. Il s'agit de l'huile d'olive. Et parmi nous, maintenant, sur notre plateau, Monsieur Samir Ghani, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi je disais l'huile d'olive? Vous n'êtes pas producteur, parce que lorsqu'on parle de l'huile d'olive, on pense directement aux producteurs, on pense directement à la presse traditionnelle, on pense directement à la commercialisation de la presse. Mais vous, plutôt de l'huile d'olive, mais vous, aujourd'hui, vous êtes ici avec un autre projet. Mais c'est un projet, je dirais, quand on m'a parlé la première fois, je me suis dit, ah tiens, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une revue que vous avez tout simplement appelée l'Olivier. Et c'est une revue, justement, que vous éditez, et vous êtes d'ailleurs le directeur de publication. C'est vous qui l'avez mise, c'est vous qui avez édité cette revue. Et c'est une revue qui touche à l'olive, à l'olivier, et donc à l'huile d'olive. Exactement. Alors, d'où vient cette idée? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et je salue les téléspectateurs, que ce soit en Algérie ou bien à l'étranger, parce que c'est important, la communauté algérienne à l'étranger qui cherche après la consommation de l'huile d'olive authentique du terroir algérien. Alors, je sais très bien que la diaspora, lorsqu'il y a quelqu'un d'Algérie qui parle, la première chose qu'on doit demande, c'est l'huile d'olive automatiquement. Effectivement. Donc l'idée de la revue, nous on fait dans le marketing événementiel. J'étais en Tunisie déjà avant, pendant 7 ans, où j'organisais le Salon international de l'huile d'olive, sachant que la Tunisie, son 4e producteur au monde. Donc l'expérience que j'ai eue là-bas, donc je suis revenu en Algérie pour la mettre au service de mon pays. Donc avant la revue, il y a le Salon international, qui est à sa 3e édition ici en Algérie. D'accord. Et vous êtes justement l'organisateur de ce salon? Exactement. En même temps, je suis l'organisateur de ce salon. Pardon. Donc, avec ma proximité avec les producteurs, avec tout ce qui se fait dans ce domaine-là, ou l'école, que ce soit à l'international ou bien ici en Algérie, j'ai vu qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses à faire, sachant aussi que à l'international, il faut le dire qu'on est méconnu dans l'huile d'olive, donc on n'est pas vraiment connu. Et pourtant, il y a beaucoup de variétés d'huile d'olive en Algérie. Exactement. En termes de variétés, il y a pratiquement 30, celles qui sont répertoriées, il y a 36 variétés qui sont répertoriées. Celles qui ne sont pas répertoriées, on va en compter encore plus. Exactement. Il y a un travail de recherche, donc nos chercheurs algériens qui sont là-dessus et qui sont en train d'exploiter et d'explorer tout ça. Donc, à partir de là, on a vu qu'il y a matière à faire. Donc, pour faire de la promotion de notre huile d'olive, mis à part le salon, donc il y a eu l'idée de faire la revue, qui est l'Olivier Magazine. Au début, c'était prévu une revue annuelle, mais là, donc, à partir du prochain numéro, ça sera une revue trimestrielle, tellement il y a de la matière. Voilà, alors on se pose vraiment des questions, on se dit, une revue consacrée à l'huile d'olive, à l'olivier, peut-être. C'est déjà, ça invite à se poser des questions, mais avec quoi on va remplir? Parce qu'une revue, on sait que c'est toujours périodique. Et là, vous nous dites que ça va devenir trimestriel, ça veut dire vraiment vous êtes, on va dire, inondé de matière. Oui, vous avez peut-être constaté dans les rubriques, il y a plusieurs rubriques, parce qu'on touche un peu de tout. On touche le patrimoine, on touche le côté scientifique, le côté économique, le côté santé, même le côté culinaire. Donc, à chaque numéro, on donne des recettes à base d'huile d'olive, donc pour que les gens apprennent déjà des recettes qui se font à base d'huile d'olive. Alors justement, excusez-moi, juste pour revenir aux rubriques, donc ce sont des rubriques quand même qui sont très spécifiques, économie internationale, de l'événementiel, du patrimoine, de l'histoire même, santé même. Donc finalement, qui sont vos collaborateurs? Qui écrit dans votre revue? Ok, donc moi personnellement, tout ce qui est édito, et je contribue avec certains articles, mais il y a aussi, j'ai des journalistes
qui travaillent, qui sont avec moi, qui collaborent avec moi, mais aussi, qui se spécialisent. D'ailleurs, le rédacteur en chef, qui n'était pas spécialisé dans l'huile d'olive, maintenant c'est devenu l'un des spécialistes. Mais plus que ça, on a des chercheurs algériens qui contribuent avec nous, mais aussi des chercheurs étrangers de renommée internationale qui, à chaque fois, je les sollicite dans des thèmes bien spécifiques. Donc, ils contribuent à ça. Je vous informe que ce genre de magazine, ils existent peut-être 2 ou 3 en Europe, dans les pays, les plus grands pays producteurs, mais c'est le premier magazine de l'olivier dans la rive sud de la Méditerranée. Donc, ça n'existe pas ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Palestine. Donc, c'est une pour première. ça, je me suis posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'on va trouver finalement dans la revue comme contenu et donc, finalement, la revue, elle est distribuée rien qu'en Algérie pour l'instant, ou on peut la trouver ailleurs? Oui, pour l'instant, elle est distribuée uniquement en Algérie. Mais bon, on est en train de faire des démarches pour justement l'exporter vers l'Europe, vers certains pays bien spécifiques. J'ai envoyé un quota par contre à Montréal, au Canada. Donc, ils ont eu l'occasion, notre communauté, quelques-uns, à avoir le magazine entre leurs mains. Voilà. D'accord. Alors, l'olivier, l'huile d'olive, pourquoi l'olivier? Pourquoi pas autre chose? Alors, moi je suis quelqu'un qui est né ici à Alger, donc je suis un gars d'Elbiar. Il y a un olivier qui est très grand, depuis mon enfance déjà, il y a l'olivier qui fait face de moi. Je suis kabyle aussi, donc on ne disait pas l'huile d'olive, on disait l'huile de Kabylie. D'accord. D'ailleurs, étant enfant, on pensait que l'huile d'olive n'existait qu'en Kabylie. Or que non, ça existe un petit peu partout dans la Méditerranée, mais en Algérie, un petit peu partout, ça existe. Donc, il y a cette passion-là, il y a je sais pas, l'olivier quand même c'est quelque chose de vraiment de sacré. Et puis c'est les circonstances peut-être qui ont poussé quand j'ai fait le salon, tout ça. Une fois je suis rentré dedans, j'ai pas pu sortir. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a ramené là. Mais quand on parle par exemple avec mes recherches, ce qu'on a fait, tout ça, quand on y va vers le patrimoine, vous savez, dans le monde, chaque pays producteur qui se dit, voilà, nous, on a un olivier de 2000 ans, nous, on a un olivier de 3000 ans. Malheureusement, ici, en Algérie, on a un patrimoine, mais on ne le met pas en valeur. On a des oliviers millénaires, mais on ne les connaît pas. Effectivement, il y a eu des écrits, il y a eu des publications aussi qui ont justement mis en valeur l'olivier. Ils ont même mis en lumière, j'ai envie de dire, que l'olivier est le plus ancien arbre de la Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour cette raison-là qu'il a cette symbolique, j'ai envie de dire, très sacrée. Exactement. Auprès des Algériens. Déjà, dans tous les livres saints, il y a l'olivier qui est cité. Donc, dans le Coran, il est cité 6 fois directement et une 7e fois indirectement qui est cité. Donc quand même, c'est un truc qui est déjà impressionnant et qui est important maintenant. Et puis même sa symbolique revient même avant même l'apparition des religions, mais vraiment des millénaires et des millénaires auparavant, parce que de toute façon le brin d'olivier a toujours symbolisé la paix. Exactement. Voilà. Alors, je reviens juste, si vous voulez, sur le point quand vous dites il y a les recherches et tout ça. Le problème, c'est que en Algérie, c'est resté au stade de recherche. Maintenant, ces travaux-là, ce patrimoine, il faut qu'il y ait du marketing à l'international. Il faut que le monde sache qu'on est producteur d'huile d'olive. Vous savez, je vais peut-être vous raconter ça par rapport à l'olivier Saint-Augustin, donc à Sougaras. Annaba. Non, Saint-Augustin, il est de Sougaras. Oui, il est de Sougaras, mais la basilique, elle se trouve au niveau exactement. Vous savez, il y a un olivier qu'on appelle l'olivier Saint-Augustin. Et les années 50, il y a des Américains qui sont venus pour faire une recherche, donc pour connaître l'âge de cet arbre-là. Parce qu'il y a une technique scientifique pour le faire. Ça, c'était les années 50. Et c'est là qu'ils ont tranché que l'olivier existait avant, parce qu'on disait que c'est l'olivier de Saint-Augustin. Or que non, ce n'est pas lui qui l'a planté, il existe bien avant lui, et il a l'âge de 2000 ans, ça c'est prouvé scientifiquement. Et je sais qu'on a d'autres oliviers qui sont encore
plus anciens. Maintenant, cette émission, ça parle du tourisme. Ça, c'est un point touristique. Exactement. Aussi. Alors, avant de parler donc du tourisme, de marketing justement, et mettre en valeur l'huile d'olive, là, je vous propose de regarder un reportage donc, qui a été fait par Souhila Zidour. Le récit est fait par Nesrine Ben Saïdi sur l'huile d'olive. Et on se retrouve juste après. Malgré une production record de plus de 100 millions de litres cette année, le prix du litre d'huile d'olive reste relativement cher. Il varie entre 600 et 800 dinars. Le prix de l'huile d'olive a enregistré une baisse sur le marché mondial et en bourse. Son prix varie entre 0,5 à 3 euros maximum. Cette hausse des prix sur le marché national est due principalement au manque de main-d'œuvre dans cette filière. Malgré des prix qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, la qualité de ce produit très prisé par les Algériens n'est pas toujours au rendez-vous. L'huile qui a un taux d'acidité bas et un taux d'antioxydants élevé est considérée comme étant une huile de bonne qualité. Pour stabiliser l'huile d'olive, il faut passer par l'étape du coupage. Pour obtenir une huile de qualité supérieure, plusieurs critères entrent aussi en jeu. De la cueillette en passant par l'extraction, le premier paramètre reste celui de la température. Plus elle est élevée et plus le produit perd en qualité. Le mauvais goût de certaines huiles est dû à l'utilisation d'olives fermentées. Mais aujourd'hui, les gens commencent à savoir faire la différence entre une huile de bonne qualité et une autre de mauvaise qualité. Beaucoup de consommateurs demandent l'huile extra vierge. Il faut qu'il y ait plus de laboratoires de contrôle de la qualité pour évaluer les grandes quantités d'huile d'olive qui circulent sur le marché. Les moins connaisseurs préfèrent s'approvisionner à la source pour être sûrs de ne pas se faire arnaquer. Je préfère acheter l'huile au niveau des huileries. D'ailleurs, je viens ici chaque année. Je suis sûre de trouver de l'huile de qualité dans cet endroit. Les conditions de conservation de l'olive cueillie et de l'huile d'olive jouent aussi un rôle majeur dans la qualité de l'huile d'olive, ce qui n'est pas toujours le cas en raison des mauvaises conditions de stockage. Voilà, donc là on était en train de voir le reportage de Souhila Zidour et le récit de Nesrine Ben Saïdi sur l'huile d'olive. Alors vous avez de suite reconnu l'endroit, vous avez de suite reconnu les personnes qui ont intervenu. Donc ça se voit que vous êtes vraiment en contact direct avec les producteurs finalement. Effectivement, je suis souvent sur le terrain, donc voilà. Je salue de passage M. Wali de l'Arba'a Nassiratan. Raison pour laquelle votre revue d'annuel est passée à trimestrielle. Donc vraiment vous êtes trop sur terrain. Exactement. Justement, plus je sors sur le terrain, plus je découvre des choses. Mais voilà. C'est magnifique et chaque chose c'est un sujet à discuter. Surtout dans le côté patrimoine, le côté histoire et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Dernièrement, on a été, si je vous dis, il y a une région à Al-Ksor, Béjaïa, qui s'appelle Tiklet. Tiklet, le nom romain, c'est Tobo-Costo. D'accord. Dans ce site-là, il y avait l'époque romaine, on fabriquait des amphores. Des amphores. Donc, celle qu'on a trouvée, on a été chercher, elle est haute de 1,70 m. Elle est énorme. Il y a des fours là-bas, tout ça, qui ne sont pas encore déterrés. Mais on exportait à l'époque l'huile d'olive dans ces amphores-là, à Rome et tout ça. Donc, même les vestiges, ils sont toujours jusque-là à Rome, du côté, en Italie en tout cas. Là-bas, quand ils emmènent les amphores, comme c'est grand, tout ça, ils les cassent. Donc, tellement la quantité c'est énorme, ça a fait une montagne d'amphores, de débris d'amphores. Et il y a l'herbe qui a poussé là-dessus. Donc, historiquement, voilà, c'est vraiment le mariage entre la nature et l'industrie. Hein. Exactement. D'ailleurs, on en parle dans le prochain numéro sur tout ça. Et on a invité, donc, comme M. Laporte, qui a beaucoup travaillé sur les huileries traditionnelles en Algérie et tout ça. Donc, il y a tout un reportage qui est là-dessus. D'accord. Donc, on aura l'occasion peut-être de le découvrir, le prochain numéro? Oui, très bientôt. Donc, il sortira pendant le salon
Donc, il y aura lieu du 11 au 14 mars. Donc, c'est une occasion. Donc, tout le monde va en profiter de ce magazine. Voilà. Alors, justement, on parlait juste avant le reportage, on parlait de marketing. Donc, on parlait de la promotion de l'huile d'olive. Et donc, l'une des stratégies de marketing, c'est bien le salon que vous allez organiser. Donc, vous nous avez donné les dates. C'est du 11 au 14 mars. Alors, donc, c'est un salon international. Vous comptez recevoir combien d'exposants? Cette année, donc, il y a la Chambre nationale donc, de l'agriculture qui sont partenaires aussi avec nous, avec le ministère de l'Agriculture. Là, on est à peu près à une centaine d'exposants. Donc, parce qu'il n'y aura pas uniquement l'huile d'olive. Quand vous dites, excusez-moi, une centaine d'exposants entre étrangers et algériens? Entre étrangers et algériens. Donc, toutes nationalités confondues. Exactement. Il ne faut pas oublier que c'est un seul secteur. Il n'y aura pas d'autres produits, uniquement l'huile d'olive, olive de table et tout le process, ça veut dire tout ce qui est machine, équipement et tout ça. Donc, pourquoi justement pour l'équipement, nous, on est encore dans les méthodes traditionnelles de trituration et tout ça. Et le monde avance, le monde a changé. Les scientifiques donnent toujours des conseils. Donc, surtout par exemple en termes de conditionnement, il faut aller vers de l'inox. Il faut pas l'huile, il ne faut pas que l'air le touche. Il ne faut pas que la lumière le touche. Donc, il y a tout un process. Si on veut se conformer à l'international, si on veut aller à l'export, il faut quand même qu'on produise une huile qui est aux normes internationales. Et tout ça, ça nécessite toute une nouvelle technologie. Même, je peux dire, on va aller loin par rapport à la cueillette. Ça veut dire qu'il faut faciliter à l'agriculteur. Il y a maintenant du matériel pour la cueillette qui facilite. Donc, on essaye de pousser le producteur à aller justement vers la modernisation de leur champ ou bien de leur huile. Et sinon, sur le plan exportation, il y a quand même des producteurs qui arrivent à exporter. Peut-être pas une exportation importante? Non, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Elle devrait être importante, mais elle n'est pas encore. Donc, il y a un marché qui doit être... C'est justement votre objectif, un petit peu à travers ces organisations que vous faites, à travers le salon que vous faites? Bien sûr, déjà qu'il faut qu'on augmente la quantité de production, il faut qu'elle augmente. Vous savez, nous, on a une production, cette année, elle est exceptionnelle. Donc, on a une production entre 100 et 120 000 tonnes. Alors, il y a Fella Bennour qui insiste sur la pastille. Elle vous dit quand même, l'huile d'olive, c'est plus cher que le pétrole. Oui. Alors, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Je l'ai prononcé, ça fait 3 ans. Je disais que c'était une chaîne arabe. Je dis Ahad al-Bada'al. C'est l'une des... ce qui peut remplacer le pétrole. L'huile d'olive ne peut pas remplacer à lui seul le pétrole. Mais c'est un produit, parmi tant d'autres produits, si on prend une dizaine, une vingtaine de produits, on les développe, ça peut remplacer, en les accumulant, ça peut remplacer le pétrole. Vous dites qu'il y a juste les huiles d'olive qui sont répertoriées en Algérie, 36, et il y en a plein d'autres. Donc effectivement, un projet d'exportation serait très intéressant pour l'huile d'olive. Encore une fois, donc, si les normes sont respectées. Si les normes sont respectées. Moi, on me pose toujours la question, on dit qu'on a la meilleure huile d'olive au monde. Moi, je leur dis, on a d'excellentes variétés d'olive. Mais en termes de production, c'est l'humain. Le défaut, moi je dis toujours, ce que le bon Dieu a créé, il n'y a pas de défaut. Voilà, le défaut, c'est l'humain, c'est la perfection. L'olivier, il est parfait. Mais c'est l'humain, c'est lui qui détériore le produit final. Donc, et là, c'est le travail qu'on fait de sensibilisation pour que les gens... D'accompagnement aussi? Bien sûr, on les accompagne. Vous savez, ça fait 3 ans en arrière, sur le marché, il y avait à peine 2-3 marques qui étaient sur les étagères. Maintenant, on trouve quand même une panoplie de marques qui sont quand même de très bonne qualité. Très bonne qualité. Effectivement. Alors justement, toujours dans le projet de promotion de l'huile d'olive, y a-t-il un projet de classification? D'accord. Déjà là, moi personnellement, mon avis à moi, avant de penser à l'export, pensons à donner aux consommateurs déjà algériens un produit propre et sain. Ça, c'est très important. Et que augmente sa consommation. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit tout à l'heure, on produit entre 100 et 120 000 tonnes, exceptionnellement cette année. Vous savez, c'est une moyenne maximum on consomme l'Algérien une moyenne de 2 litres par an.
l'Algérien consomme, c'est très peu. Au moment où les Oui, c'est Grecs... ce que j'allais dire. 2 litres, moi, je ne consommerai pas 2 litres. Je sais que j'en consommerai plus, en tout cas. Oui, si c'est rationnel, si c'est... Donc, on devrait consommer beaucoup plus que ça. 2 litres par habitant, c'est très, très peu. Les Grecs, ils consomment dans les 16-18 litres par an. Par personne. Par personne par an. Donc, bien sûr, si on revient aux vertus de l'huile d'olive, par rapport au bien-être, par rapport à la santé, exactement, par rapport exactement. au goût aussi. Vous savez, consommer de l'huile d'olive, si ça vous guérit un mal, ça vous diminue une facture d'importation, donc de médicaments. Donc tout est relatif. Donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'on ait déjà un produit, qu'on augmente la quantité de production, mais en parallèle, la consommation doit augmenter. Après, le surplus, on va penser à l'exporter. L'export, maintenant, les gens qui parlent d'export, je peux même vous dire, le chiffre qu'on exporte, on n'exporte pas plus que 100 tonnes. 100 tonnes, c'est des niches qu'on a, des Algériens, notre communauté, en France, au Canada, tout ça. C'est eux qui consomment cette quantité. Mais on est très loin des objectifs qu'on devrait avoir à l'exportation. On devrait vraiment augmenter. Il faut dire quand même qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens. Oui, il y a un travail. Notamment le salon que vous êtes en train d'organiser. Mais qu'en est-il de la classification? Quand vous dites classification, c'est-à-dire... nous, ce n'est pas ça qu'on utilise. Je pense, vous parlez peut-être l'huile d'olive, par exemple, il y a des fruités. Oui. Il y a des fruités. Ça, c'est ce qu'on utilise dans les concours. Le concours national, il y a plusieurs prix, donc plusieurs médailles, et c'est classé selon des fruités. Vous savez, l'huile, elle n'est pas toute pareille. Donc, il y a de la vierge, il y a de l'extra vierge, il y a de la lampante. La meilleure, c'est quoi? C'est l'extra vierge. Pourquoi elle est meilleure? Parce qu'il y a un taux d'acidité qui est inférieur à 0,8. Ça, c'est des normes qui sont à l'international. Il y a un indice de peroxyde donc, qui est meilleur et tout ça. Donc, les experts, donc, dans les analyses, c'est comme ça qu'on fait la classification. Après, dans l'extra vierge en elle-même, il y a ce qu'on appelle des fruités. Vous avez le fruité mûr, fruité vert intense, fruité vert moyen. Donc, mais on n'est pas encore arrivé là. Moi, je suis très content parce que quelques années en arrière, le consommateur ne parlait pas de taux d'acidité. Maintenant, tout le monde te dit, est-ce que le taux d'acidité est élevé, pas élevé? Et c'est très bien. Déjà, le consommateur, il commence à comprendre qu'il ne faut pas qu'il consomme une huile où le taux d'acidité soit élevé. Alors justement, là vous parlez de plusieurs classifications, vous parlez de plusieurs variétés d'huile d'olive. Alors moi, femme algérienne, je vais aller au marché, il y a aux étalages, donc j'ai beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de propositions, ou plutôt beaucoup de choix, j'ai envie de dire. Comment je vais faire pour reconnaître une bonne huile d'olive? Après j'aime bien parce que l'emballage est toujours bien fait, vous avez l'extra vierge, et puis ça saute aux yeux hein, quand vous avez vraiment un emballage en carton avec de jolies couleurs, etc. On est très vite attiré par l'emballage, ça c'est vrai. Mais après, quels sont les critères finalement sur lesquels je vais me baser pour faire un bon choix? C'est une excellente question, en même temps embarrassante comme question. Embarrassante, oui, j'imagine. Pourquoi je dis embarrassante? Embarrassante beaucoup plus pour le consommateur, généralement. Parce que, justement, on a tendance à attendre du consommateur d'apprendre à classifier l'huile d'olive. C'est pas possible. On ne devrait pas demander au consommateur d'apprendre la qualité de l'huile. On a un problème de confiance entre consommateur et producteur. Un sérieux problème. D'ailleurs, en termes d'huile d'olive, les gens, ils achètent par région. Tu dis, moi j'achète celle de Djidjel, moi j'achète celle de Béjaïa, moi c'est celle de Tizi la meilleure. Et ça c'est faux. Ça veut dire... Et finalement, quelle est la meilleure? Elle est plus embarrassante cette question finalement. Moi je dirais, quelle est la solution qu'on doit faire pour que le consommateur, quand il va acheter, il ne va pas trop se casser la tête. Il achète sa bouteille, il sait qu'il a une excellente huile d'olive. Ça, il faut qu'il y ait une collaboration avec l'État, qu'elle instaure des certificats. Il faut que le produit soit certifié. Si l'État, donc avec les organismes de certification, on a l'AIBEC, et puis il y a l'organisme d'accréditation qui se charge de ça, on peut exiger aux producteurs
qu'il fasse la certification de son produit. Après, moi, quand j'irai dans les supermarchés, quand il y a cette certification, je suis sûr que c'est un produit qui est ça. Maintenant, après, c'est les goûts. Après, vous, dans votre cuisine, vous allez apprendre dans votre cuisine quelle est l'huile qui peut être adaptée à votre plat. Vous savez, il y a des huiles qui peuvent être adaptées à des plats et pas à d'autres. Effectivement. Et alors ça, justement, paraît-il que l'extra vierge, on ne l'utilise pas dans les fritures. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut l'utiliser dans la friture. On me l'a dit. Je vous cache pas. On me l'a dit, mais je l'utilise tout le temps pour les fritures. C'est vrai. Maintenant, je vais vous dire, c'est quand même utiliser l'huile d'olive dans la friture, ça revient quand même très cher. Ça revient plus cher. C'est juste, il ne faut pas dépasser une certaine température, parce que on dépasse une certaine température, elle perd tous ses bienfaits, parce qu'à la base, c'est des polyphénols, c'est des antioxydants. Si ça s'évapore, donc on n'a rien. Mais alors justement, M. Gagne est toujours en cuisine, parce que j'imagine que c'est une question que les femmes connaissent très bien. Alors on a tendance à acheter de l'huile d'olive en grande quantité, donc 5 litres, 6 litres. Et comme c'est une huile donc, finalement qui ne se périme pas, tout comme le miel, on a tendance à la garder longtemps dans notre cuisine. Alors quels sont les bons conseils que vous pourriez donner aux téléspectateurs, justement, pour avoir une bonne conservation de cette huile? D'accord. Déjà que l'huile ne se conserve pas longtemps. Voilà, donc c'est une idée reçue que je devrais mettre de côté. Voilà, on commence bien. C'est pas comme le miel, peut-être qu'on peut garder. L'huile d'olive, plus, ça veut dire le temps passe, donc tout ce qui est antioxydant, ça disparaît. D'accord. Et vous avez le taux d'acidité qui augmente avec le temps. Maintenant, quand c'est bien conservé, quand même, ça peut rester 2 ans, donc on peut la consommer. Pendant 1 année, 2 ans, on peut la consommer. La conservation, elle est très importante. Il faut que ça soit à l'abri de la lumière et de l'air. Donc, il ne faut pas que l'air le touche. Donc, si c'est bien conservé, on peut aller jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas de souci. Mais la meilleure huile, c'est celle qui est fraîche, c'est l'huile de l'année. Donc, je conseille que les gens consomment l'huile récente, l'huile de l'année. Vous savez, on a de fâcheuses habitudes. Moi, je dis toujours que ce ne sont pas des traditions. Non, c'est des trucs mal... qu'ils ont inculqué ça, mais d'une mauvaise manière. Quand on dit, par exemple, l'huile d'olive ancienne, donc de 5-10 ans, elle est bonne pour la santé. C'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. Je le dis, j'assume ce que je dis. C'est déconseillé de consommer une huile de 5-10 ans. Elle peut être nocive pour la santé. Par contre... Donc c'est une huile finalement qui peut s'oxyder. Bien, elle s'oxyde. Vous savez, dans les concours qu'on organise, parce qu'on fait les analyses physico-chimiques, ou dans les normes internationales, vous avez l'extra vierge inférieur à 0,8. On a reçu des huiles à 6, 7, même à 10%. C'est énorme. Ah, quand même. Oui. Et ça peut être nocif pour la santé. L'huile ancienne, moi je conseille le consommateur, l'huile ancienne, elle est bonne à usage externe, comme faisaient nos grands-mères, donc les bébés, tout ça, donc Idilkohom et tout. Mais l'huile d'olive récente, donc de l'année, c'est celle-là qui est bonne pour la santé et qui est conseillée à la consommation. Alors, il y a 2 questions. Je vais vous les poser l'une après l'autre pour ne pas les oublier. D'accord. Alors, justement, quelle est la meilleure façon ou la meilleure recette de consommer l'huile d'olive? Est-ce que vous conseillerez, par exemple, de consommer l'huile d'olive comme on le faisait à l'ancienne, juste avec le ksara, généralement, qu'on prépare à la maison, ou un bout de pain, ou vraiment dans la cuisson carrément? Consommer directement. Moi, je conseille au petit déjeuner, au lieu de consommer du beurre ou de la margarine, tout ça, c'est des huiles de graines, tout ça. Pourquoi ne pas... Hydrogéné en plus. Voilà, pourquoi ne pas remplacer ça par l'huile d'olive? C'est très conseillé de consommer du bon matin, comme ça, avec du pain, avec votre café au lait, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'idéal. Après, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais, puisqu'on est dans les traditions? Il y a chez nous ce qu'on appelle atmin. Atmin, il est fait à base de blé, donc de blé, melhi, donc le blé et qu'on appelle la kharloub, c'est... le caroubier? Le caroubier, voilà. Le caroubier, donc c'est un mélange, c'est une semoule.
Ah, ça doit être bon ça, parce que le caroubier, quand même, il donne un goût. Oui, oui, il est un petit peu frais. sucré, tout voilà, ça. Frais, sucré. Ouais. Donc, et comme il absorbe, c'est une semoule, ça absorbe beaucoup d'huile. Mais même donc, ça, je le sans ça, mélange. l'huile d'olive, elle est connue par être une huile sèche aussi, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup pour entretenir les peaux grasses. Oui, 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 effectivement. Mais là, dans ce cas, je vous conseille, je vous ramènerai peut-être cette recette-là pour la goûter. Comme ça consomme beaucoup d'huile, donc je vais consommer moi beaucoup d'huile. Et puis on la mange, ça c'est traditionnel, donc c'est une recette des grands-parents, avec de la figue. C'est dans quelle région? La figue de Babel. Bon, je sais que dans la vallée de la Souma, moi je suis d'origine de Béjaïa, d'Elxor, mais toute la vallée de la Souma, ils le font ça. Non, c'est un truc, je l'ai vu même en Tunisie. Ça veut dire c'est typiquement méditerranéen. Voilà, c'est berbère, c'est le nord de l'Afrique. Donc vous avez dit blé, caroubier. Oui, c'est un mélange de blé, de caroubier. Et de l'huile d'olive. On met de l'huile d'olive. Et puis ça se mange avec des figues sèches ou bien avec des dattes. C'est très très bon. Le matin. Oui, au petit déjeuner. Le matin. Oui, oui, de préférence le matin. C'est consistant, c'est un repas qui est complet. D'accord. Mais sinon, l'huile d'olive, par exemple, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le bien-être, notamment pour les massages? Ouf. Oui, c'est sûr. Déjà, le fait, vous savez, moi, je pense peut-être, après, nos grands-mères peut-être vont nous dire ça. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les bébés, donc surtout en Kabylie, tout ça, on met de l'huile d'olive. C'est-à-dire, on prend bébé, on le ointe d'huile. Ça, c'est une tradition qui se fait un peu partout en Algérie. Vous savez que l'huile d'olive, elle est imperméable. Je pense, peut-être que je me trompe. Comme en hiver, quand un bébé, on lui fait de l'huile d'olive. C'est-à-dire les cellules, elles sont fermées. Il n'y a pas de risque qu'il attrape une grippe ou une angine. Je pense que c'est par... D'ailleurs, les bébés, avant, on les laissait comme ça, presque pieds nus et tout ça, ils ne tombent pas malades. Je pense qu'il y a quelque chose derrière par rapport à ça. Oui, il y a des... il va y avoir, par exemple, dans le salon, quelqu'un, un exposant, qui fait des produits cosmétiques à base d'huile d'olive. Donc, entre autres, des huiles pour les massages et tout ça. Donc, mesdames, vous êtes invitées à venir voilà, le 11 découvrir et le 14 mars. tout ça, du 11 au 14 mars. Ça va se passer où? Ça va se passer à la Safex, Safex, Pain Maritime. D'accord, on va terminer juste sur le concours. Donc, il va se passer où, quand? Alors, destiné à qui alors, pour le concours, puisqu'on est dans l'histoire, le concours, il s'appelle, on l'a appelé Apulé. Apulé, d'accord. On lui a donné le nom, rendre hommage à Apulé, qui est le premier romancier de l'humanité, pas uniquement en Algérie. Donc ce concours, il est à sa 3e édition. Nous, ce qu'on fait, on récupère des échantillons. Donc on a des huiles qui nous viennent de partout d'Algérie, même du sud, de l'est, de l'ouest. Il y a un délai de réception des échantillons dernier délai, c'est le 14 mars. Donc on va profiter, les retardataires, ils vont remettre leurs échantillons pendant le salon. Après, il y a un travail qui doit se faire. Donc on envoie dans un laboratoire où on fera des analyses physico-chimiques. Donc là, déjà, il va y avoir une présélection parce que tout ce qui n'est pas extra vierge, on va l'exclure. Après, on va réunir tout un panel de dégustateurs. Donc, ça sera un panel international parce qu'il y aura on va ramener même des étrangers qui seront dans le panel, qui vont déguster ces huiles et les classifier justement en fruité et tout ça pour faire sortir les lauréats. Et la remise, si tout va bien, la remise des prix sera, on a programmé pour le 16 avril. 16 avril, Yom el-Ilm, donc on essaye de coïncider avec tout ça. Voilà, avec la journée du savoir. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Samuel Ghani, pour tous ces éclairages, donc pour tout ce moment agréable que vous nous avez fait passer en compagnie de l'Olivier. Donc je rappelle, vous êtes le directeur de publication L'Olivier, donc il va devenir à partir de la prochaine édition trimestrielle. Exactement. Voilà, on la trouve où, votre revue? Bon, ça sera sur abonnement. Sur abonnement, très bien. Donc,
C'est celui qui fait l'abonnement, donc il recevra sa revue à chaque fois chez lui à la maison. Voilà, ben merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage. Donc on rappelle juste le prochain rendez-vous, il va se faire entre du 11 au 14 mars au niveau de la SAFEX. Donc ce sera le Salon international de l'huile d'olive. Merci encore une fois et bonne continuation Merci à vous. Voilà, alors le programme de C'est notre Algérie se poursuit. Et là, donc je vous propose une pause musicale en compagnie
de C'est notre Algérie, c'était Ahmed Wahbi donc, qui nous a interprété cette très très belle chanson. Voilà, alors on continue donc les programmes de C'est notre Algérie. Cette fois-ci, ce sera une petite escapade que nous allons faire en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Bahia Belhout. Madame Bahia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, d'accepter notre invitation. Merci, très heureuse d'être avec vous. L'association Les Amis de Miliana, Art et Culture, Caravane, une ville, une histoire, est ravie d'être avec vous et vous remercie pour cette invitation. Eh ben, tout l'honneur est pour nous. Alors, Madame Belhout, vous n'êtes pas seulement dans le mouvement associatif, mais vous êtes une très grande passionnée de tout ce qui est finalement de villes historiques, de toutes ces villes qui recèlent tout ce témoignage, j'ai envie de dire archéologique, ce témoignage historique et ce témoignage aussi civilisationnel, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que vous avez mis un petit peu en lumière cette caravane. Alors, cette caravane, elle est née comment? D'où vient cette idée finalement de la caravane? Absolument. Je suis de formation professeur d'histoire, retraitée depuis une année. Vous êtes tout destiné pour alors. Oui. Donc, j'ai rejoint cette association, Les Amis de Miliana, Caravane, une ville, une histoire. Ce concept a été étudié par les membres de l'association. Association de Miliana, toujours. Association de Miliana, Art et Culture. Alors, Caravane n'a vu le jour à peu près quand, à peu près 1998. Ah, quand même. Oui. Ça fait quand même une vingtaine d'années. Une année, quelques années. Une vingtaine d'années. Alors, on a. Bon, excusez-moi, je crois que j'ai fait une retraite. Ça fait 2 ans seulement. Donc, alors, Caravane, ville et une histoire. Alors, on a à peu près 5 buts. Le premier, c'est la valorisation et comment faire reconnaître notre patrimoine. On doit étudier que les villes anciennes bâties avant 1830. Et pour cela, il faudrait se baser sur 5 points essentiels. Donc, quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites les anciennes bâties avant 1830, est-ce que ce sont vraiment toutes les villes, mais vraiment de la période historique, de la période préhistorique jusqu'à la période ottomane, ou juste vous avez une période particulière, par exemple la période ottomane? Vraiment de la préhistoire jusqu'à... Pas préhistoire. Bon, nous n'avons pas tous les moyens d'étudier la période préhistorique, mais nous étudions la période musulmane. Des fois romaine, quand on trouve des sites, comme par exemple la muraille de Miliana, la muraille de Médéa. Mais les points essentiels sont une muraille, la présence d'une muraille dans une ville, la présence d'une mosquée. Et là, dans toutes les villes où nous sommes passés, nous avons trouvé 2 genres de mosquées. Alors, il y a la mosquée Hanafite, parce que les Turcs, les Ottomans, quand ils se sont installés en Algérie, ils suivaient plutôt la doctrine Hanafite. Et à côté, il y a les mosquées Mélékites. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est Sawma'a. Alors, l'une, elle a la forme rectangulaire et l'autre, c'est 8 parties. Nous avons trouvé ce genre de mosquée dans toutes les villes où nous sommes passés, sauf la ville de Nadroma, où les Turcs n'étaient pas rentrés dans cette ville. Donc, la présence d'une place publique est très importante. La présence d'un bain aussi, c'est quelque chose de très important. Donc ça, ce sont les critères que vous cherchez dans les villes que vous étudiez. Absolument. Dans toutes les villes où on va, on cherche ces critères. Et bien sûr, c'est rare de trouver tous les critères. Par exemple, la forteresse, là où on a été, Qal'at Ben Rachid, elle n'avait pas besoin d'une ville parce que les montagnes de Beni Chokran qui étaient derrière constituaient plus qu'une muraille. Ce qui suffisait pour ça. Si on revient encore à notre caravane, alors le premier but c'est la valorisation et faire connaître les villes avant 1830. Le deuxième, c'est un projet qui contribue à la cohésion sociale du quartier ou de la ville. À chaque fois qu'on passe, alors il y a un savoir-vivre, il y a tous les habitants qui sortent. On parle des problèmes, on nous fait rentrer dans certaines maisons pour les découvrir, comme on a vu ça par exemple à Cléa, à Ténès, à Médéa.
là où on est passé. Donc finalement, vous rentrez en contact carrément avec la population. Absolument. Vous vivez le moment avec la population qui vit finalement dans cette ville. On vit avec la population parce qu'on prépare. Et c'est pour ça que on met en face les propositions durables avec les partenaires associatifs et institutionnels. On travaille beaucoup avec les associations sur place qui nous attendent. Parce qu'avant de partir vers une ville, il y a toujours une très grande étape de préparation pour nouer des relations, pour toujours trouver les responsables, etc., pour nous suivre, pour nous guider, etc. Nous avons autre chose aussi de très, très important. Nous pensons que ce projet Caravane Ville Histoire participe à la classification de certaines villes dans le patrimoine. Ah, ça c'est très bien. Par exemple, nous avons été déçus de voir que Qal'at Beni Rachid, c'est un joyau architectural, historique. Malgré sa valeur, il n'est pas classé du tout. Ça pourra faire proposition d'ici les mois prochains au niveau du ministère de la Culture. Donc, il pourra étudier donc, la faisabilité. Inch'Allah, c'est notre rêve. Et c'est le rêve aussi des responsables. Et là, je suis vraiment déçue, désolée, de ne pas trouver mes amis qu'on a rencontrés à Qal'at Beni Rachid, les guides, les responsables qui, on ne sait pas pour certaines raisons, ne sont pas venus. De toute façon, vous étiez sur place, vous avez fait le travail de promotion. Merci. Alors, pardon, je voudrais juste vous dire que la caravane est à sa 10e étape. Nous sommes passés par les villes Mezouna 2019, Ténès, Cherchel, Alger, Koléa, Blida, Médéa, Miliana, Nadrouma et Qal'at Beni Rachid, c'est la dernière. Alors, est-ce que vous avez un itinéraire bien tracé? Vous dites, par exemple, voilà, on va faire un programme, et donc on va commencer par telle ville, telle ville, telle ville, où les choses viennent selon vos contacts, ou comment se fait finalement le choix de ces villes et surtout l'itinéraire que vous tracez? Et en principe, il y a un programme qu'on doit absolument suivre. Alors, quand on désigne, par exemple, une ville, c'est un groupe, tout le groupe de la caravane est composé de personnes très, très passionnées par tout ce qui est patrimoine, ville ancienne, etc., présidé par un monsieur très, très actif, passionné de tout ce qui est patrimoine, histoire d'Algérie, etc., monsieur Lotfi Khotmi. Donc, il y a un groupe de 3 ou 4 personnes qui doit se présenter avant la sortie vers la ville pour voir les quartiers. La dernière fois, quand on a été à Nadrouma, on était presque obligé de passer la nuit dans une auberge. Donc, ça nécessite certains préparatifs sur les lieux. Donc, on a un programme qu'on doit suivre. Des fois, on est encouragé par certaines personnes qui font partie de la caravane, parce que la caravane comporte des gens de toute l'Algérie pratiquement. De Miliana, d'Alger, de Bouferik, de Médéa, de Tness, de Chlef. Et certaines personnes très très actives nous facilitent la tâche en nouant des relations ou en proposant. Il y a beaucoup de choses sur les lieux qui se font. Des fois, en ouvrant les bras pour recevoir dans une ambiance extraordinaire de découverte, de bonnes choses que personnellement, il est rarissime de trouver dans certaines activités. Et puis plus on découvre des trésors dans notre Algérie, on devient de plus en plus convaincu qu'il faut beaucoup de travail qui nous attend et qui attend toutes les générations à venir. Alors justement, vous avez parlé un petit peu des gens qui viennent de partout, qui font partie de cette association. Donc, ce sont des bénévoles qui font partie donc, de la caravane. Ce sont des gens spécialisés en patrimoine ou ce sont juste des passionnés? Ce sont juste des passionnés. Il y en a qui sont spécialisés, pas beaucoup, peut-être 4 ou 5, mais le reste, ce sont vraiment des passionnés. Jusqu'à présent, l'association compte à peu près 500 participants. Ah, quand même. Ah oui, oui. Alors, elle a parcouru 4300 kilomètres en Algérie. Nous attendons encore, nous avons dans le programme, il nous reste encore Oran et Tlemcen. Oran, c'est la ville de Sidi El Houari. Juste pour dire que Qal'at Beni Rachid, avant qu'elle ne soit Qal'at Beni Rachid, elle était Qal'at El Hawara.
نسبة إلى سيد الهواري qui a laissé cette forteresse et qui est parti vers Oran. Donc la prochaine étape serait Oran. D'accord, la prochaine étape, alors dernière escale, c'était Qal'at Bani Rachid. Donc on revient un petit peu à ce site. On voit là quelques images du site. Donc Qal'at Bani Rachid n'est pas une simple forteresse, mais elle a beaucoup d'histoires finalement à raconter autour de ses remparts. Donc que représente finalement Qal'at Bani Rachid oui, voilà, la forteresse donc Bani Rachid, Qal'at Bani Rachid. Que représente cette forteresse justement pour l'histoire de l'Algérie, mais surtout cette période ottomane? Alors, Qal'at Bani Rachid a été construite à peu près au XIIe siècle par une tribu Hawara, Beni Hawara, après par Bani Rachid. Si vous voyez un petit peu les images, elle a été construite sur un très très grand rocher. Elle a la forme d'un amphithéâtre. Alors, on va juste se retrouver dans un petit moment. On va continuer donc notre débat sur Qal'at Bani Rachid. Donc là, on va juste faire un petit break et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Et de retour sur notre plateau, notre Algérie est toujours en compagnie de Madame Bahia Belhout qui est avec nous pour nous parler de cette caravane qui sillonne un petit peu les anciennes villes et met en valeur et fait la promotion de toute l'histoire et de toute la civilisation qui s'est instaurée dans ces villes. Et là, nous sommes arrêtés à la forteresse de Beni Rachid qui se trouve à l'ouest du pays, au niveau de Relizane. Alors, Madame Belhout, on disait, Qal'at Beni Rachid, que représente-t-elle finalement et quel a été son rôle en tant que forteresse pendant la période ottomane? D'accord. Alors, Qal'at Beni Rachid, elle est nichée sur un djbel, Beni Choukran, dans la Zahra. Alors, c'est une cité berbère qui est formée de 4 villages, Ras al-Qal'a, Es-Souq, Karkouri et Dar el-Sheikh. Elle fait partie de la daïra de Yennel, la wilaya de Relizane. Elle se situe à peu près à une trentaine de kilomètres de Relizane. C'est un berceau des luttes et révoltes contre tous les envahisseurs. D'abord, il y a eu les envahisseurs espagnols. Alors, les Ottomans sont arrivés en Algérie en 1518. L'Algérie était répartie pratiquement en 3 beyleks. Le beylek de l'Est avec la capitale Constantine. Alors nous avons le centre, le Titri, Médéa. Nous avons Dar Sultan, Alger. Et puis nous avons l'Ouest. Le problème se posait au niveau de l'Ouest parce que Oran était colonisé. Voilà, était déjà colonisé par les Espagnols. Absolument. Donc, le problème se posait, où doit-on mettre ou désigner la capitale? Cette période, on a été obligé de transférer. Alors, la capitale, c'était le meilleur lieu, c'était Qal'at Beni Rachid. Avant d'être transféré une autre fois vers Mascara. Alors, c'était un endroit sûr pour les Ottomans. C'était une forteresse très très importante et c'était un lieu de résistance. À part cette caractéristique de la Qal'a qui était un lieu de révolte, cette Qal'a représentait un lieu de science. Parce que nous avons à peu près 356 coupoles au niveau de la Qal'a. Nous avons les plus grandes mosquées. Les mosquées et puis... Vous dites les plus grandes mosquées, donc par rapport à quoi? Les plus grandes mosquées de l'ouest algérien. De l'ouest algérien, d'accord. Après Mazona, parce que dans tout l'ouest algérien, il y a Mazona, il y a Qal'at Beni Rachid, qui sont les plus connus par le soufisme, par les mosquées, etc. Il y a eu beaucoup de personnalités très très importantes au niveau de Qal'a. Mohamed Ben Ammar el-Hawari, qui s'est déplacé à Oran. Figurez-vous que 50 ans après, les disciples de Mohamed el-Hawari l'ont fait sortir de la tombe et l'ont pris à Qal'at Beni Rachid où il est enterré une deuxième fois. Parce que les Espagnols se vengeaient des tombes où il y avait les grands musulmans et puis les disciples avaient peur pour leur maître. Ils seraient plus en sécurité dans Qal'at Beni Rachid. Parmi les plus grands de la Qal'a, Sid Ahmed Ben Youssef, un grand savant. C'est lui qui avait une grande zaouia dans Ras el-Ma. Alors, il avait à peu près 80 000 disciples selon certains historiens. Et Mektoub, comme on dit. Alors, il y a toute une histoire sur Sid Ahmed Ben Youssef. De Qal'at Beni Rachid, il a atterri à Meliana. Il a laissé le wisaya ta'ou. Disons qu'une fois mort, il faudrait qu'il soit mis sur son mulet et le mulet doit marcher. Il a marché combien de temps pour atterrir dans la ville de Meliana? Et c'est là où il a été enterré. Et maintenant, il y a une très grande mosquée de Sid Ahmed Ben Youssef, Al-Rashidi, un des plus grands savants qui est situé à Meliana. Sid Ahmed Ben Youssef, quand il était la forteresse de Qal'at Beni Rachid, il était révolté contre les Rostomites. C'était la période de la faiblesse, etc. Et en même temps, c'était lui le patron qui préparait
la révolte contre les Espagnols. C'est là où il a rencontré Arrouj Barbarousse, secrètement à Mostaganem. Donc, il a souhaité la bienvenue des Ottomans. Autre chose, dans la mosquée de Sidi Ahmed, on trouve le tombeau de Ishaq. Ishaq, c'est le grand frère de Arrouj et de Khayreddin Barbarousse, qui est enterré dans la Qal'a, à côté de son plus grand lieutenant sur les lieux, parce qu'il y a un très grand nombre d'Ottomans qui sont morts en 1518 dans une très grande bataille, et c'est là où la Qal'a a été colonisée par les Espagnols, et tombée dans les mains des Espagnols en 1518. Et par la même occasion, nous avons eu l'occasion de visiter le cimetière ottoman qui occupe une très très grande superficie de Qal'at Beni Rachid. D'accord. Alors, donc, dans tout l'itinéraire que vous avez, duquel vous nous avez parlé, donc, notamment Alger, Médéa, Droma, donc Relizane, et là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, j'ai cette pensée pour l'émir Abdelkader, finalement. L'émir Abdelkader, effectivement, l'émir Abdelkader, nous avons fait Meliana et Médéa. L'émir Abdelkader, dont une des sorties de la caravane, mais qui n'est pas placée dans le programme, dans l'itinéraire, eh bien, nous avons eu une activité extraordinaire. Nous avons vécu la dernière nuit de l'émir Abdelkader. C'est-à-dire que toute la caravane, avec ses participants, on s'est déplacé vers l'endroit où l'émir Abdelkader a signé le dernier traité, le traité de la Nakhla. Et après, le lendemain, il a été dans la mosquée de Sidi Ibrahim, où il a prié Dhuhr ma'al Asr, c'était sa dernière prière, pour que le lendemain, il passe sa dernière nuit dans une grande maison à Relizane. Et le lendemain, il prendra le bateau, pensant qu'il allait partir vers la Syrie, alors que la France a failli à sa parole et il a été directement à Nantes et après en prison. Voilà. Ça a été une sortie extraordinaire. J'imagine, il y a eu beaucoup d'émotions sur cette expérience. Nous avons été reçus sur les lieux par le professeur Omar Edaoud, par tous les responsables de la région, et c'était un excellent orateur. Nous avons rencontré beaucoup de personnes et d'associations et nous avons marché, nous avons fait le tronçon que l'émir Abdelkader a fait jusque sous la Nakhla où il avait signé ce traité-là qu'il a obligé, entre parenthèses, à partir pour sauver toute la population et tout ce qui reste de Intifadat l'émir Abdelkader. Voilà. Alors pour revenir un petit peu à Beni Rachid et les images que nous étions en train de découvrir il y a un petit moment de cela. Alors on vous a vu, on a vu un petit peu la caravane, on a vu plusieurs personnes, mais il y avait toujours un orateur avec vous. Donc c'est le guide qui vous suit dans vos sorties? Oui, nous avons eu 3 guides. Ok. Et je tiens à saluer vraiment Monsieur Boualem Bouazza. C'est un enseignant avec ses propres moyens qui a ouvert un musée avec alors des moyens vraiment minimes, qui a ramassé tout ce qui est culture, tout ce qui est etc. et qui reçoit tous les étudiants de master etc. pour leur donner tout ce qu'il faut pour pardon, excusez-moi. Un point très très important, c'est le Bey Bouchlerm qui a pris la décision de déplacer la capitale du Beylek de Mazona à Al-Qal'a puis à Mascara en 1701. Je voulais vous dire aussi que Qal'at Beni Rachid, alors nous avons découvert le Masjid Al-Qal'a, les Houa Hanafi, le Masjid Al-Atiq, l'ancienne mosquée. Nous avons découvert Masjid Ras Al-Qal'a aussi et Masjid Al-Soukha. Ce qui nous a étonnés, et on a posé la question, c'est que dans la même petite superficie, nous avons trouvé 2 mosquées hanafites. On aimerait bien plus tard
découvrir pourquoi, dans une petite superficie, on a trouvé 2 mosquées hanafites. Alors, Qalat Bni Rachid de la forteresse de Bni Rachid, ce n'est pas que de l'histoire, mais c'est aussi du patrimoine. Oui. Parce que c'est un site aussi où c'est un village, j'ai envie de dire, une population qui est très connue par le tapis de Bni Rachid. Oui, oui. C'est le chemin de la laine. Alors, un des guides nous a dit qu'il avait un article sur le Figaro. Alors voilà, nous avons des images, là, on est en train de découvrir. Absolument. Voilà. Eh bien, un des articles dit que la reine Elisabeth II a vraiment un tapis Zarbiya Qal'iyya. D'accord. C'est un tapis avec des caractéristiques et des couleurs particulières à la région, des couleurs berbères, avec des couleurs et des signes particuliers. Oui. Donc là, alors même les couleurs, finalement, ce sont des couleurs sobres et... Oui, absolument. Voilà. Et puis, partout où vous allez dans les quartiers de la Qal'a, vous trouvez la laine faite avec beaucoup d'amour. Et dans chaque famille, il y a cette culture du tissage qui reste jusqu'à maintenant. J'imagine dans chaque famille aussi, on va trouver aussi, dans chaque maison plutôt, on va trouver ce tapis. Madame Belhout, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup donc, pour tous ces détails. La prochaine destination, ce sera Oran, Inch'Allah. Merci. Bonne route à vous. Merci. Bonne découverte. Tout le plaisir est pour moi. Et pour la caravane, une ville, une histoire de Meliana. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonne continuation à vous et puis bonne route à vous. Voilà. Alors, dans un petit moment, tout de suite, je vous propose de découvrir ce reportage que Anissa Bouzid nous a fait. On se retrouve juste après. L'espace rural autour de la ville d'Alger est connu jusqu'à nos jours par la désignation Fas, un terme qui signifie banlieue d'Alger. D'un point de vue géographique, le Fas couvre une grande partie du Sahel algérois. Il s'étend des portes de la Médina jusqu'au commencement de la plaine de la Métidja. À Alger, on appelle ça le Fas. À Tlemcen, on appelle le Houz. Et de là que vient le mot Houzi. Donc c'est la banlieue de la ville, c'est les extérieurs de la ville. C'était la même chose aussi à Grenade. Donc on a même un chant en andalou, ils chantent Qantarat Chenil. Qantarat Chenil, c'est un coin à l'extérieur de la ville où il y avait des gens qui avaient des propriétés, qui allaient passer des moments agréables, ils chantaient, donc ils organisaient des fêtes à l'extérieur de la ville. Alors les Fas, ça représente des demeures qui se trouvent extra-urbains, c'est-à-dire en dehors de la ville. Quand on dit ville, avant c'était la Kasbah. La Kasbah avec ses murailles et ses défenses, etc., qui tournait à peu près autour d'une soixantaine d'hectares. Tout le reste se trouvait à l'extérieur de ce territoire urbain. Pendant la période ottomane, le Fas d'Alger était un lieu de résidence d'été pour les notables de la Médina. Ces maisons se caractérisaient par un paysage agréable, flatté par l'aspect des nombreux vignes et jardins qui entouraient la cité. Donc c'était des maisons rurales qui étaient rattachées à un territoire agricole. À qui appartenaient ces maisons Fas? Ils appartenaient à des notables de la ville de la Kasbah. Donc tous les riches ou les responsables de l'époque avaient des résidences, des demeures comme celle-là. Nous sommes à Darsouf. Et ils avaient en plus des résidences à l'extérieur. C'est des villas Fas. Alger, c'est un espace, c'est l'espace ouvert autour de la ville. Donc, il alimentait la ville en termes de légumes et fruits, comme j'avais dit. Il y avait aussi les gens qui étaient un peu plus riches, qui avaient leurs propriétés. Donc, on a Hamdan Ben Athman Khouja, dans son livre Le Miroir, donc il parle de tout ça. Il avait des propriétés même dans le Grand Métidja. Donc, en plus des coins qui entourent Alger, donc ils avaient peut-être même des propriétés un peu plus loin. Donc, et tout ça, c'est le centre. Donc, Alger, Blida, Qli'a, Cherchel, Meliana, tout ça, c'est la même structure. Le Fas d'Alger, c'est toute une structure, c'est-à-dire une vie en dehors de la ville d'Alger. On trouve des maisons, des cafés, des marchés, aussi des bains morts, voilà. Et on trouve aussi
des mausolées de certains personnages religieux d'Alger. On trouve Sidi Mohamed Boukbarine, Sidi Mujbar, Sidi Hiyati à Hidra, Sidi Garidi à Kouba. L'implantation des djnen a été favorisée essentiellement par la présence de l'eau pour la consommation quotidienne et pour l'irrigation des jardins. Ces villes à Fahs ne sont pas positionnées sur le territoire n'importe comment. Ils sont positionnés là où il y a de l'eau, les sources. Donc, vous savez que le territoire de l'Algérois est riche en sources, est riche en eau. Donc, là où il y a des sources, il y a automatiquement ces maisons Fahs et bien sûr leur territoire. Alors, il y avait à peu près, grosso modo, une centaine à peu près de ces maisons-là qui se trouvaient à l'extérieur. Il y avait 3 grands Fahs. Les Fahs, c'est des secteurs, c'est des territoires. 3 grands Fahs. Wahed se trouvait du côté de Bab el Oued vers la pointe. Et l'autre se trouvait vers la Bouzrea et descend jusqu'à Mustapha Pacha aujourd'hui. Et puis l'autre se trouve disons de Mustapha Pacha, Belcourt, vers le Harrach. Les maisons des Fahs sont somptueuses. Elles se démarquent majestueusement par leur style architectural néo-mauresque, un style très imprégné au Maghreb. Au XVe siècle, l'autorité ottomane a donné l'ordre aux Andalous de changer le visage des jardins d'Alger. Et ça a été le cas, voilà. Les Andalous ont mis toute leur valeur, leur savoir-faire pour rendre la campagne d'Alger comme les jardins de l'Andalousie à l'époque, voilà. Et on trouve par exemple la villa musée Bardot là. Après le départ des Ottomans, l'extension de la ville se fait par la construction des faubourgs de Bab el Oued au nord et de Kouba au sud. Des villages se développent ensuite aux alentours pour exploiter la richesse agricole des environs. Avant l'indépendance, ces petits espaces urbanisés se sont agglomérés à la ville pour former la grande commune d'Alger. Donc, de retour sur le plateau, notre Algérie va encore revenir sur le patrimoine donc d'Algérie, l'identité algérienne, et ce à travers la tenue vestimentaire, à travers les tenues traditionnelles revisitées par l'une des stylistes, l'une des passionnées de haute couture, de patrimoine. Il s'agit de Madame Neit Larbi Zahra. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous nomme Zahra. Oui, on m'appelle Zahra. C'est ma mère qui m'a surnommée Zahra. Mais Zahra, c'est un nom très révélateur, hein, parce que Zahra, c'est celui qui apporte quand même la chance. Inch'Allah, j'aimerais bien. Certainement, après toutes ces années, j'imagine que vous avez apporté beaucoup de bonheur chez vous. À plusieurs reprises. Avec beaucoup de couleurs. Oui, je suis artiste de naissance. Peut-être c'est le nom qui m'a porté la chance. D'abord, je vous dis bonjour et je vous remercie pour cette invitation. Le plaisir est pour nous. Pour vous étaler quelques couleurs, quelques ouvrages et quelques définitions de mon parcours sur ce travail sur le patrimoine. Et surtout avec nous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes très joliment habillée. Merci vous, beaucoup. Et Lina aussi, la mannequin donc, qui vous accompagne aujourd'hui avec une très jolie tenue traditionnelle. On va y revenir dans un petit moment. Alors, je vais vous appeler Madame Zahra, d'accord? Oui. Parce qu'habituellement, on appelle par le nom, mais j'adore quand même l'appellation. Ah donc, on va la garder, Madame Zahra. Alors, Madame Zahra, vous n'êtes pas venue par hasard, finalement, à l'art, à la tradition, mais finalement, vous éprouvez tout un amour par rapport à cette passion. Vous pouvez me dire que c'était un coup de foudre entre moi et cet exercice. J'appelle toujours mes travaux des exercices de réalisation. Donc, je suis née comme toute jeune fille, avec des rêves, avec des patiences. J'ai fait mes études, mais toujours, je reviens chaque fois à toucher le textile, à toucher des matières, à observer des femmes bien habillées, bien maquillées, dans des fêtes, et toute génération. À l'époque, datée des années 70, je m'inspirais des femmes
Une fois par année, elles se fêtent belles avec leurs couleurs, parce qu'il y a le mari qui rentre de France. Vous connaissez l'histoire. Alors, ça m'a resté quand même en moi. Oui, ça a gravé quand même. Ça vous a marqué. Oui, ça m'a marqué vraiment. Et avec l'évolution du temps, et les médias et les revues, tas de choses, des époques après l'autre, je commence à réaliser mes arts. Alors justement, Madame Zohra, vous êtes passée par plusieurs étapes, on va dire, parce que vous avez commencé déjà par les uniformes, par les tenues de travail, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait ma formation dans une école privée. Après avoir 7 ans, je me suis stockée. Je pourrais dire, j'étais parmi les femmes rurales. Les femmes restaient à la maison parce que j'avais un enfant malade. Donc j'étais condamnée, tu peux dire, j'étais pas bien. Mais voir mon fils s'améliorer, j'ai commencé à me renaître une autre fois et regarder un petit peu en arrière pour m'avancer, pour y aller de l'avant et pour continuer mes recherches. J'ai travaillé dans la confection industrielle et je ne me suis pas trouvée, je n'ai pas aimé l'argent que je gagnais, je n'ai pas aimé ma situation. J'ai décidé de démissionner, de partir sans savoir où je pars. J'ai commencé à zéro, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai passé des moments difficiles. Vous connaissez la femme rurale, c'est pas facile de se libérer mentalement. Mais vous avez réussi à le faire quand même. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu, comme je disais vous, et Lina aussi, très joliment habillée. Alors, donc là, ce que vous-même déjà vous avez, c'est à la base melhfa, donc chaoui, mais qui est faite finalement avec des couleurs plutôt kabyles. Donc vous faites carrément un mariage entre les différentes cultures algériennes. Oui. Et d'ailleurs, je suis spécialisée dans toutes les caractéristiques tenues algériens. Sud, nord, l'est, ouest, mais beaucoup plus. Mais mon amour se pique sur la robe kabyle parce qu'avec le colonial, الاستعمار فرنسا واش خلات من الآثار يعني قريب notre patrimoine il est oublié. Par le prêt-à-porter, les jupes, micro-jupes. Où tu vas, on ne trouve pas nos traditions. On trouve طعام, مقروط, مسقبة, mais ما نلقاوش اللبسة تاعنا. بدات تروح. Moi, j'ai commencé à faire, comment dirais-je, تزاوج. Donc c'est vraiment un mariage. Un mariage entre les Horaces plus Djurdjura. Je suis un peu vers le sud, surtout Tougourt, les profondeurs de Sahara. Je me retrouve dans les couleurs orange, marron, le noir. Et je me suis dit, pourquoi pas mais ce sont des couleurs aussi très révélatrices et très, j'ai envie de dire, très représentatives de la terre. Parce qu'il faut dire que l'homme méditerranéen ou la femme méditerranéenne, elle est connue par cette relation finalement et cet attachement à la terre. À la terre, au soleil, de l'eau. Donc, comme je suis la fille de Djurdjura, je voyais les 4 saisons. Chaque année. Alors justement, les 4 saisons que vous voyez, vous avez même fait un défilé de mode à l'occasion de Inayel, là où on voit un petit peu vos créations. C'est pas la première fois que je fais. Alors là, on invite donc le téléspectateur à découvrir de plus près vos créations à travers cette vidéo. On se retrouve juste après. Inch'Allah.
Et voilà, donc là, nous sommes de retour sur le plateau de notre Algérie. Et là, Madame Zohra, nous sommes en train de découvrir les détails que Lina porte pour nous aujourd'hui. Oui. Alors, Madame Zohra, on a vu déjà sur la robe que porte Lina, mais même sur les robes que portaient les mannequins. C'est vrai que c'est du traditionnel, mais il y a beaucoup de touches modernes, finalement, que vous apportez. Que ce soit sur la confection elle-même. Donc, on a l'habitude de voir, par exemple, des fauteuils pas aussi chargés. Habituellement, donc on les voit, on voit juste la bande tout à fait en bas, mais ça là, existe pour toujours. Oui, mais sinon vous utilisez quand même des matériaux plutôt récents, de la dentelle, du lin. La technologie en textile, elle s'avance d'un moment à l'autre. Oui. Donc on exploite. Pourquoi pas on n'exploite pas ce brocart, ces dentelles, ces soies pour rénover les touches anciennes et pour les transmettre aux générations qui viennent. Parce que Alors, excusez-moi, je vais juste demander à Lina d'écarter un petit peu la photo pour voir le travail, à l'intérieur donc de la robe. Voilà. Voilà, qui est quand même... Ici, vous avez remarqué, il n'y a pas de viseline, il n'y a pas de papier blanc. Il faut qu'on voit la matière elle-même. Donc on disait que vous apportez quand même cette touche, que vous apportez de nouveaux matériaux que nous n'avons pas l'habitude de voir finalement dans les robes traditionnelles. C'est de la création. Hein. Oui, en même temps, avant, ils te disent on met de tissu kabyle. Le tissu kabyle, il est beaucoup fragile. Dès que vous mettez la robe une fois, deux fois, elle est partie. Donc avec les satins, les soies qui rentrent, les mousselines aussi, qui rentrent sur le marché, je me suis piquée sur ces matières pour la résistance de l'article. D'accord. Parce que l'article, bien travaillé, bien fini, il a beaucoup de touches, il est sculpté en même temps, il a un travail manuel, il y a une broderie avec des fils en soie dessus. On a orné les contours de la robe. Il ne suffit pas la machine. Il faut travailler encore la robe avec des fils en soie pour marier le bijou avec la robe. Finalement, pour que le bijou soit mis en valeur. Voilà, on met le bijou en valeur et le bijou de l'argent chez nous, il a sa valeur. Donc, on doit les rassembler, les deux. Tu ne peux pas mettre une robe kabyle, une blata saft, une rimchlar, une rafkhar, une aven. Donc il faut toujours imaginer les mises en scène. Par la suite, je travaille la robe par rapport à tous ces facteurs-là. Il faut faire attention à tous les objets qu'on possède chez nous. Et l'Algérie, c'est le pays le plus riche en matière. Tu vas côté Charq, c'est autre chose. Côté Rab, Blouza, c'est autre chose. Chedda aussi, elle est connue. Le fta, Fkhar, le tapis, il y a beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, avec les images que nous étions en train de découvrir avec le défilé de mode que vous avez organisé, alors, il y avait quand même une tenue qui m'avait beaucoup interpellée. C'est la tenue que vous avez faite avec la capuche noire, en lin. Vous avez faite. Mais finalement, c'est une tenue, j'imagine qu'on ne va pas la porter juste pour les occasions, mais c'est vraiment une tenue qu'on peut porter pour tous les jours. C'est une tenue pour toujours. Je l'ai créée, par exemple, la capuche là, elle est coupée en deux panneaux. Le panneau de l'avant, et c'est plus court. Le panneau de l'arrière, il est dégagé. Et je l'ai orné avec des motifs du tapis Ait Hichem. Parce que les artisans, à chaque fois qu'on se réunit, on se dit pourquoi pas tu ne mets pas ma touche sur ton travail, moi je mets la tienne pour qu'on fasse un tout. Donc j'ai commencé. Ils ne me disent pas après, par la suite, toi tu parles, tu proposes, mais tu ne fais rien. Mais j'ai commencé avec cette tenue, et c'est une tenue, tu peux la mettre complète, avec des demi-bottes, pas vraiment une tenue soirée, des demi-bottes ou des bottes, parce que c'est un tissu de Sahara. C'est un tissu qui est travaillé chez Bni Mzab. D'accord. Il a été tissé. C'est un tissu traditionnel. D'accord. Parce que nous, avant, la robe kabyle, elle n'existait pas, les matières, elles n'existaient pas à l'époque.
Mais là, j'ai une très grosse curiosité, excusez-moi. Vous pouvez vous rapprocher, Lina, s'il vous plaît? Je vais juste voir la photo, finalement, de l'intérieur. Oui, une finition. Voilà. On ne met pas de papier donc, blanc. Donc finalement, vous avez pris la photo comme on a l'habitude de la voir et vous avez rajouté ces bandelettes. Voilà. Là, c'est des fils pour donner un motif. On trace un gabarit. Voilà. Donc, donc finalement, c'est une robe qui est quand même assez lourde. Donc elle est vraiment une robe qui pourrait être destinée aux mariés. Non, on doit informer les téléspectateurs sur une chose. Il faut qu'ils sachent une chose. Le marché, il est mélangé. Oui. Là, on présente le patrimoine. Les fils en soie, le tissu en soie, c'est quelque chose qui peut rester 100 ans sans partir. Oui. On peut préserver, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine, effectivement, quand même, le travail. C'est une tenue, le standard de travail, il dépasse les 10 jours. J'ai des ouvrières, elles restent sur un travail 10 jours, 15 jours, 20 jours. L'essentiel, à la fin, le tout, il va être parfait. Sinon, j'arrête. C'est parfait. Voilà, sinon j'arrête. C'est parfait. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est parfait. Et notre culture, c'est une légende à travers toutes les époques. الجزائر معروفة بالاستعمار، جاز عليها الرومان، جاز الأتراك، جازت فرنسا. كل واحد خلى آثار، سورتو أبري الثورة الصناعية خلى الثروة. ميم احنا عندنا ثروة. Mais quand même, elle a été enrichie effectivement. Il y a des nouvelles techniques دخلوا le nord-africain. Donc nous, on a exploité ça. Sur le côté kaftan, kaftan par exemple, kaftan, دخلوا en Algérie مع Barbaros. Oui, avec donc les Ottomans, on doit le préserver. La robe kabyle aussi. On a toujours la robe kabyle, elle est autochtone. Oui, on a toujours apporté le karakou, le fergani, shiddat al-msaniya. Yani c'est une ruche. On a une vraie ruche en Algérie. Je fais appel à tous les artisans et tous les artisans de faire attention parce que finalement, on peut faire une richesse avec le peu qu'on a. Mais il faut dire quand même, Madame Zouhara, qu'il y a un retour vers les tenues traditionnelles. Lorsqu'on part, par exemple, dans des fêtes de mariage, c'est tout le monde qui est vêtu finalement de tenues traditionnelles. Même les jeunes filles, avant, c'est vrai qu'elles préféraient les pantalons, elles préféraient les robes de soirée. Oui. Mais là, il y a quand même un retour vers le port de la tenue traditionnelle. Il y a un grand retour. La preuve, je vous dis une chose, moi, je me mets à la place d'une machta. Chaque année, la période estivale, je ne me repose pas. Je travaille jusqu'à les dernières heures de la journée. Le lendemain, je rentre dans des salles des fêtes et je m'impose avec mes mises en scène. Oui. Ça veut dire la robe kabyle, je prends avec moi du tapis, frare, le fta, tout un truc. Vous créez carrément l'ambiance finalement qui tourne autour de la tenue. Je leur dis, nous, je ne suis pas contre تدخلي بالبدرون. Je rentre, mais ça va venir. Moi, je suis une Algérienne. Voilà. C'est pour ça que je suis contente que je sois là dans l'émission Mon Algérie. Alors, en Kabylie, la mise en scène, la première, la robe kabyle ou le barnous. D'accord. Avec la poterie. Tout. D'accord. Tout, l'ensemble, tout. Même les femmes, j'exige qu'elles se mettent en bijoux. Voilà. Après, une deuxième, c'est algérois. Soit il y a بدرون ou la karakou. Après, نجي مع البدرون الاخر الكافتون. الكافتون يقول لك ماروكان يقولوا ماشي ماروكان. C'est moi qui l'ai fait. C'est algérois. Donc نفنن فيه. ماشي غير لا روب. Je suis pas régionale, je suis nationaliste. Donc الحاجه اللي نلقى روحي فيها. Vous êtes là en train de faire tout un mariage entre les différentes tenues traditionnelles. Je me suis mis en mlahfa. Voilà. Mlahfa. Mais elle est ornée avec des touches en broderie kabyle. Voilà. Mais Mlahfa, le reste, c'est la tenue qui a relié tous les Algériens, surtout le côté Jbel. Effectivement. Alors, Madame Zouhara, nous arrivons à la fin de notre émission. Les projets, probablement? Les projets, je suis en train de finaliser la collection de 2020.
Mais je peux aussi vous dire, je me suis engagée avec des personnes qui aiment ce travail. On a dit pourquoi pas, on ne fait pas monter nos collections sur des podiums internationaux. Et je leur passe un bonjour. Un bonjour aussi pour vous et pour les techniciens, pour toute la famille, le mari qui est derrière moi, mes enfants, et mon frère et sa femme Smina, c'est leurs enfants. Je dis un grand bonjour pour mes ouvrières. Ils sont tout le temps à côté de moi. Et je remercie le père Lina et sa maman Kertouma. والفرسان الجزائر كلهم وشكرا والزول والعسلامة وميرسي بوكو. Merci beaucoup Madame Zouhra d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir partagé toutes ces belles couleurs avec nous. Lina, merci beaucoup d'avoir été patiente. Merci pour... Attendez, je crois que vous n'avez pas de micro. Voilà. Merci, je suis vraiment contente. Je suis parmi vous. Je suis en tant que mannequin. Le mannequinat, c'est vraiment ma passion. Cette année, j'ai un bac à passer. Inch'Allah, vous reviendrez avec Madame Zouhra pour nous annoncer votre réussite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Madame Zouhra, merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation et beaucoup de succès à l'avenir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir été parmi nous durant cet après-midi. Vous retrouverez donc Lina Tandrari la semaine prochaine, Inch'Allah, pour votre émission. Quant à moi, je vous dirai à très bientôt et je vous dirai excellente donc fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.